Mesdames et messieurs, bonjour. Charles Lucie, qui est annoncé là-haut, responsable de la géographie. J'ai le grand plaisir de vous apporter la conférence d'un collègue de Neuchâtel, Étienne Piguet, titulaire de la chaire de géographie des mobilités. Il fait des recherches sur les flux migratoires, comme vous l'avez compris, et les mouvements de réfugiés en particulier, les liens entre migration et environnement, l'intégration des personnes issues de la migration, les questions de ségrégation spatiale et de discrimination, et l'insertion dans le monde du travail de ces immigrés et leur accès à la citoyenneté. Vous voyez qu'il est dans le cœur d'un sujet très actuel. Il dirige avec l'UNESCO, en partenariat avec l'UNESCO, un projet d'ouvrage sur le thème des migrations et des changements environnementaux, le lien entre les deux, à l'échelle mondiale, à paraître en juin prochain. À part ça, Étienne Piguet est connu et a été désigné au GIEC, groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, en tant qu'editorial reviewer pour le rapport 2014, qui se prépare déjà. Je vous remercie de votre présence et je lui cède la parole. Merci beaucoup Charles pour ces quelques mots d'introduction. À Neuchâtel, nous sommes une très petite université et on n'a pas un immense auditoire comme ça. Et finalement, être ici me rappelle la dernière fois que j'ai été dans un immense auditoire comme ça, c'était il y a quelques mois à l'université de Niamey au Niger. Et après environ 1 heure de présentation, tous les étudiants se sont mis à sortir. Et je me suis un petit peu inquiété, est-ce que mon discours était vraiment si ennuyeux que ça? J'ai appris après que les organisateurs avaient oublié de me dire qu'il y avait l'heure de la prière et tous les étudiants sortaient tout simplement faire leur prière. Donc j'imagine qu'aujourd'hui ce ne sera pas le cas. De toute façon, je ne vais pas faire le test de l'heure puisque je ne parlerai au plus qu'une quarantaine de minutes et puis ensuite nous aurons, je crois, une pause et ensuite on pourra discuter et répondre à d'éventuelles questions. Le thème que je vais traiter aujourd'hui est le même que j'avais d'ailleurs traité à Niamey il y a quelques mois, un thème assez brûlant. Doit-on craindre une vague de réfugiés environnementaux? Et j'aimerais commencer par quelques images. Celle-là n'est pas d'une très grande qualité photographique, mais ce que vous distinguez vaguement là dans la brume, ce sont 2 autoroutes et visiblement il y en a une qui est plus pleine que l'autre. Eh bien celle qui est totalement pleine et totalement bouchée, c'est l'autoroute de sortie de la Nouvelle-Orléans juste après le cyclone Katrina. Et voilà une première illustration du lien qui peut exister entre une catastrophe naturelle et des mouvements de population. Et c'est vrai que cette image est très frappante, mais il y en a beaucoup d'autres qu'on voit, peut-être pas quotidiennement, mais très fréquemment dans la presse et dans les médias. Ici, vous avez des déplacements de population suite à des inondations en Inde. Et puis ici, même scénario très frappant en Haïti. Véritablement, aujourd'hui, on a de manière récurrente cette image de personnes qui fuient devant des perturbations qui ne sont pas des guerres, qui ne sont pas des situations de violence politique, mais qui sont des catastrophes environnementales. Alors cela donne évidemment lieu à une inquiétude qui circule dans la presse. On voit des chiffres. 150 millions de réfugiés environnementaux pour la fin du XXIe siècle.
c'est déjà le pronostic que faisait un environnementaliste d'Oxford en 1993. Et puis, il y a différentes organisations d'aide aux migrants ou d'aide au développement qui ont publié des chiffres qui vont de 150 millions jusqu'à 1 milliard pour d'éventuels déplacements de population. Alors évidemment, voir ces chiffres, c'est assez inquiétant. On se dit, les migrations ont déjà une grande ampleur aujourd'hui, on a déjà quand même un débat important en Suisse et en Europe sur les réfugiés politiques. Alors, si en plus viennent s'ajouter des millions de réfugiés environnementaux, c'est très inquiétant. Cette inquiétude, elle se manifeste dans des ouvrages, souvent richement illustrés, parce que c'est un thème qui se prête bien à la photographie. Ici, un ouvrage intitulé justement « Climate Refugees », publié il y a quelques mois aux États-Unis, ou bien ici une autre illustration des activistes. Ce n'est pas moi qui suis sur la photo, hein. Parfois les gens croient que c'est moi à cause des lunettes peut-être, mais ce n'est pas moi qui suis sur la photo. Des activistes qui s'inquiètent peut-être non pas des vagues de réfugiés, mais de la protection qui pourrait leur être accordée. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas en droit international de statut pour d'éventuels réfugiés environnementaux. Il y a un statut prévu pour les réfugiés politiques, la Convention de 1951 des Nations Unies, mais pour les réfugiés environnementaux, il n'y a rien. Alors il y a ceux qui se préoccupent du statut et de la protection de ces personnes, il y a ceux qui se préoccupent plutôt de l'effectif que risquent de prendre ces migrations. Certains font d'ailleurs des déclarations très inquiétantes. Mon collègue Harald Pelzer, dans un ouvrage qui est paru récemment en traduction française chez Gallimard, sous le titre « Les guerres du climat », nous dit la chose suivante: l'Amérique et l'Europe devront se protéger contre le flot des réfugiés chassés par l'évolution du climat. Famine, problèmes d'eau, guerre et dévastation provoqueront une pression énorme sur les frontières de ces îlots de prospérité. Donc encore une fois, non seulement des images inquiétantes, mais des déclarations assez inquiétantes qui sont faites sur ce sujet. Si on creuse un petit peu plus, on s'aperçoit cependant que les fondements scientifiques de ce type de déclaration, les fondements scientifiques des chiffres qui circulent et que je viens de vous évoquer sont extrêmement fragiles. Ce sont souvent des chiffres qui ont été proposés par quelqu'un qui les a annoncés comme une estimation grossière lui-même, avec une certaine honnêteté, mais qui sont ensuite repris par des journaux, par la presse, par d'autres personnes qui citent des personnes. Et peu à peu, on oublie que la première personne qui a proposé ces chiffres avait bien dit qu'il s'agissait d'une estimation grossière. Et puis ensuite, à force de se faire citer, ces chiffres prennent une certaine réalité. Ils n'en ont pas. Je vous le dis aujourd'hui, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas d'estimation sérieuse, d'ensemble, qui permettrait de faire un pronostic sur le nombre de millions de personnes qui vont se déplacer suite à des catastrophes environnementales. Il n'y a pas de chiffres, mais la question reste posée. Et c'est justement le but aujourd'hui de mon exposé, d'essayer de creuser aussi loin que possible pour essayer de comprendre les mécanismes qui pourraient donner lieu à des migrations environnementales et puis de voir dans quelle mesure il faut ou non s'en inquiéter. Voilà le propos que je vais tenir aujourd'hui.
Afin de structurer ma présentation, je vais la découper en deux parties tout à fait inégales. D'abord, je ferai quelques éléments de rappel sur les très grandes lignes des pronostics relatifs au changement climatique, indépendamment de la question des migrations. Et ensuite, je me pencherai sur les principaux aspects du changement climatique qui pourraient avoir des conséquences environnementales sur les mouvements de population. Commençons donc par faire l'état des lieux des changements climatiques prévus. Je me fonderai pour ce faire, et d'ailleurs aussi pour la seconde partie de mon exposé, sur cet ouvrage qui va paraître dans quelques semaines, qui a été mentionné par Charles Lucy tout à l'heure, Migration and Climate Change, qui a été réalisé sous l'égide de l'UNESCO par des collègues et moi-même et sera publié chez Cambridge University Press. À quoi faut-il s'attendre de manière très synthétique, voire superficielle? Je m'en excuse d'avance pour ceux parmi vous qui sont tout à fait au courant de ces évolutions. Ce à quoi il faut s'attendre, c'est environ un accroissement futur de 0,2 degrés de la moyenne des températures dans les prochaines décennies. Un phénomène qui, certes, ne semble pas très important en termes de rapidité d'augmentation des températures, mais qui représente quand même une accélération assez importante d'un phénomène de croissance des températures qui se manifeste depuis environ une centaine d'années. On a observé 0,75 degrés d'accroissement de la température moyenne du globe en 100 ans. Donc c'est un processus qui a déjà commencé, mais comme vous le voyez, 0,2 degrés par décennie, c'est quand même une accélération assez importante. Alors évidemment, certains disent que ce n'est pas inconfortable d'avoir une température qui s'élèverait légèrement et qu'on pourrait être plus souvent sur la terrasse dès le mois d'avril. Mais évidemment, en particulier dans certaines régions du monde, les conséquences seront assez critiques parce que cette élévation du niveau de la température a des effets sur la physique de l'atmosphère, sur la manière dont se régule le climat du globe. Et si on prend simplement 3 éléments de ce climat du globe qui sont particulièrement sensibles à cet accroissement des températures, eh bien on peut mentionner les cyclones, les ouragans tropicaux qui seront plus fréquents selon les pronostics des climatologues, les sécheresses et les pénuries d'eau, on imagine bien, c'est un phénomène d'évaporation lié aux températures, et puis alors l'élévation du niveau des mers, d'une part un phénomène de fonte des glaces, lorsque les glaces sont situées sur des portions de terre, comme c'est le cas au Groenland, la fonte des glaces fait augmenter le niveau des mers. Et puis, il y a un phénomène de dilatation aussi qui se manifeste, qui contribue aussi à cette élévation. Donc, voici les 3 principaux éléments qui, selon moi, sont problématiques en termes de déplacement de population. Parce que ce sont des catastrophes naturelles, certaines très brutales, un cyclone, certaines très progressives, l'élévation du niveau des mers, dont on peut justement se demander quelles seront leurs conséquences sur les populations et sur le déplacement de ces populations. Donc voilà les quelques mots que je voulais dire au sujet du changement climatique lui-même. Maintenant, on va passer à l'aspect déplacement de population et je vais simplement structurer mon exposé en prenant les 3 éléments que vous avez ici sous les yeux, cyclone, sécheresse, élévation du niveau des mers, et en essayant de vous présenter l'état de la recherche sur les déplacements de population liés à ces phénomènes. Ce que je vais faire en d'autres termes, ce n'est pas du tout directement des pronostics ou des projections,
Les climatologues peuvent le faire. Les climatologues ont des modèles de l'atmosphère qui permettent des simulations, qui permettent de prédire ce dont je viens de parler. Accroissement de la température de 0,2 degrés par décennie. Nous qui travaillons sur les phénomènes migratoires, nous n'avons pas des modèles aussi sophistiqués. Les phénomènes humains n'ont pas la régularité des phénomènes physiques. Donc nous ne sommes pas en mesure de faire des pronostics de la même manière que nos collègues climatologues. Par contre, ce que nous sommes en mesure de faire, c'est apprendre d'événements passés et tirer de ces enseignements des enseignements pour le futur. Et c'est précisément cette démarche-là que je vais utiliser maintenant. En d'autres termes, je vais me poser la question, que s'est-il passé à la suite de cyclones du passé? Que s'est-il passé à la suite de sécheresses du passé en termes de déplacement de population? Et sur cette base-là, je devrais pouvoir mieux comprendre ce qui pourrait être la conséquence de l'accroissement de ces phénomènes prévus pour le futur. Comme vous le verrez, pour l'élévation du niveau des mers, les choses sont un petit peu différentes. On peut un peu plus facilement faire des pronostics précis par rapport au déplacement de population. Commençons par les ouragans tropicaux. Eh bien, c'est un petit peu une surprise quand on fait la synthèse de la littérature existante sur ce thème, de s'apercevoir que, contrairement à l'idée qui voudrait que ces phénomènes engendrent des déplacements de masse sur de longues durées et sur de longues distances, eh bien, ce n'était en fait pas vraiment le cas. Il y a même, je dirais, un certain consensus au sujet d'un lien assez faible entre des déplacements, encore une fois, de longue distance et ou de longue durée et ce type de phénomène météorologique. Les gens fuient, bien sûr, tout comme on le voyait sur l'image de l'ouragan Katrina. Mais le plus souvent, pas toujours, mais le plus souvent, ces personnes retournent le plus vite possible au lieu de leur habitation pour la réparer, la rebâtir, ou tout au moins refaire leur vie sur les lieux qu'ils ont quittés. On a ce que les géographes appellent un très fort attachement au lieu, qu'on a tendance à oublier dans cette problématique sur les déplacements de population. Finalement, l'aspiration des gens, c'est de revenir, et la plupart le font. Et pour cette raison, après un certain nombre de semaines, après un certain nombre de mois, eh bien, on observe une tendance assez importante au retour. Encore une fois, c'est loin d'être une règle absolue, mais on l'a observé à de nombreuses reprises en Asie, par exemple, suite à des ouragans qui ont frappé des pays comme le Bangladesh. On l'a observé aussi en Amérique centrale, une zone très fortement soumise à ce type de catastrophes naturelles. Et quand les gens ne reviennent pas, eh bien, il y a souvent derrière des dimensions politiques ou des dimensions économiques qui font qu'ils décident de ne pas revenir, mais ce n'est pas la catastrophe elle-même qui est décisive à ce niveau. Donc, au sujet de ce premier phénomène, on est plutôt conduit à relativiser les pronostics catastrophistes en termes de déplacement de population. Ça n'enlève rien au caractère dramatique de ces phénomènes, mais le fait est qu'ils ne conduisent pas à des phénomènes migratoires de très grande importance. C'est un premier constat un peu surprenant auquel on est obligé d'arriver si on fait la synthèse des travaux qui ont pu être faits à ce sujet. Deuxième constat, toujours au sujet des ouragans, c'est que la marge d'action des populations est relativement élevée. En d'autres termes, on peut se protéger jusqu'à un certain point de ce type d'aléas climatiques. Il y a une expérience tout à fait impressionnante
de cette possibilité de protection qui a été conduite au Bangladesh, justement, avec un soutien, entre autres, de la DDC, la coopération suisse au développement. Il s'est agi de construire différemment les maisons, de mettre sur pied des systèmes d'alerte et de finalement préparer les populations à l'éventualité d'un ouragan qui passerait sur leur village. Ces mesures qui sont relativement coûteuses, mais qui n'ont pas un prix exorbitant, ont eu des effets assez spectaculaires. On ne peut pas tout à fait comparer l'ouragan de 1991 à celui de 2007, mais force est de constater que tous deux ont touché des régions du Bangladesh très peuplées, tous deux ont eu à peu près la même intensité, et dans le premier cas, on n'a pas eu l'infrastructure d'alerte et de protection que je viens de mentionner. Dans le deuxième, il était sur pied. Les conséquences en termes de nombre de victimes ont été extrêmement encourageantes. Donc, par rapport au sentiment de panique que l'on peut éprouver à la vision des images que j'ai utilisées tout à l'heure, eh bien, il y a là quand même certains signes d'espoir, certains signes qu'une action ciblée peut avoir un effet, même si la gravité des phénomènes reste tout à fait problématique. Donc voilà ce que l'on pourrait dire au sujet du premier aléa environnemental que je voulais aborder, celui des ouragans et des cyclones tropicaux. Le deuxième phénomène dont on s'attend à ce qu'il s'accroisse avec le changement climatique, ce sont les sécheresses et la désertification. Là aussi, si on regarde en arrière, on peut apprendre beaucoup. Et évidemment, il y a un premier constat alors qui est un petit peu plus inquiétant que celui que nous avons posé au sujet des ouragans. Les sécheresses sont des phénomènes quand même plus durables, parfois progressifs quand on a des phénomènes de désertification. Et là, on a observé, en particulier en Afrique, des effets de déplacement de population quand même significatifs. Ça a été le cas dans la région du Sahel, de manière très frappante dans les années 70, qui a été marquée par des sécheresses importantes. On a eu en particulier des exodes ruraux, les gens ont dû quitter la campagne pour aller en ville et parfois avec des grandes difficultés pour s'insérer dans des centres urbains qui très vite sont devenus surpeuplés. Donc il y a des cas clairement où le lien existe entre sécheresse et déplacement de population et où ce lien est problématique. Cependant, si on veut vraiment se faire le reflet de la littérature existante, on doit admettre que les résultats de recherche sont néanmoins nuancés. Il y a toute une série de cas où on s'aperçoit que, confrontés à une sécheresse, les populations ont développé des stratégies pour faire face qui ne sont pas la migration. Ou pour dire les choses autrement, la migration n'est que le dernier et ultime, la dernière et ultime action que feront les populations les plus touchées par la sécheresse. Mais beaucoup d'autres stratégies pourront être utilisées auparavant, heureusement. Là aussi, on peut se référer au Bangladesh. Le Bangladesh se trouve être un des pays les plus touchés par toutes les calamités environnementales qu'on peut imaginer. Donc le cas du Bangladesh revient souvent, que l'on parle des ouragans, que l'on parle des sécheresses ou que l'on parle de la montée des eaux. Eh bien, au Bangladesh, il y a aussi eu des épisodes de sécheresse, il y a eu des travaux très systématiques auprès des populations touchées par les sécheresses. Et lors d'un épisode de sécheresse il y a 10 ans environ, on s'est aperçu que seulement 0,3% finalement des populations touchées avaient vraiment été contraintes d'entreprendre une migration sur une certaine distance et pour une certaine durée.
Donc encore une fois, comprenons-nous bien, je ne suis pas en train de dire que les sécheresses n'ont pas des conséquences dramatiques. Il y a eu des morts à la suite de ces épisodes que je viens d'évoquer. Mais le phénomène migratoire n'est pas la conséquence principale. Donc là, il y a un petit malentendu, n'est-ce pas, quand on parle de migration environnementale, parce que, dans les faits, le phénomène migratoire reste relativement modeste. Donc, en résumé, des cas où, en effet, on a des migrations, mais d'autres où ces migrations restent limitées. Comme je l'ai dit, l'exode est donc un ultime recours et souvent quand il y a exode à la suite d'une famine, eh bien on s'aperçoit qu'en fin de compte, ce qui a été décisif, ce n'est pas tellement l'évolution environnementale elle-même, l'intensité de la sécheresse, mais la manière dont la sécheresse a été gérée politiquement. Et ça, c'est le grand travail du prix Nobel d'économie Amartya Sen, qui nous l'a montré il y a déjà de nombreuses années. Il n'y a pas de famine naturelle, dit-il. Les famines ont toujours une cause politique. Il y a toujours une mauvaise gestion de la famine qui débouche ensuite sur des drames véritablement d'ampleur. Donc, il faut faire attention à ne pas exagérer l'impact de l'environnement naturel ici et à en oublier qu'en fin de compte, souvent, c'est la dimension politique qui décide. Encore une fois, ça n'enlève rien à la gravité des phénomènes dont nous parlons, mais ça enlève peut-être à leur caractère inéluctable et de fait à la fois effrayant et démobilisateur. Autre constat intéressant au sujet des sécheresses, c'est que lorsqu'il y a migration, et je l'ai dit, ça a été le cas parfois, et ça a été le cas en particulier en Afrique, eh bien, c'est souvent des migrations qui se font à l'échelle locale, et parfois, la sécheresse a pour conséquence, au contraire, de réduire la migration à longue distance. Il y a des régions du Mali et du Sahel en général où la migration fait partie, depuis des décennies, des stratégies des populations pour faire face aux aléas environnementaux. Et certaines migrations se sont développées sur de longues distances. Mais ce qu'on constate quand l'environnement se dégrade vraiment de manière très forte, c'est que ces migrations de longue distance, loin d'augmenter, tendent à décliner. Pourquoi ? Eh bien parce que pour envoyer le fils de la famille en France, il faut de l'argent. Et quand la sécheresse est vraiment dramatique, eh bien, il n'y a pas l'argent pour faire ce type de migration. Donc on se déplace, mais on se déplace moins loin. Et ça, c'est un constat intéressant, parce que par rapport à cette peur que j'évoquais tout à l'heure, de voir l'Europe ou l'Amérique assaillie par les migrants environnementaux, eh bien, nous voyons que ce n'est pas le cas. Si migration il y a, elles seront localisées, elles seront peut-être dramatiques, elles appelleront peut-être notre solidarité, mais un exode en masse vers les pays riches est une perspective, en fin de compte, très peu probable. Tout simplement parce que se déplacer loin coûte cher. Les personnes qui arrivent aujourd'hui à l'île de Lampedusa, les personnes qui arrivent aujourd'hui jusqu'en Suisse pour demander l'asile, ont dû disposer d'un certain pécule pour organiser leur voyage. Ce ne sont pas les plus pauvres des plus pauvres, loin de là. Ce ne sont pas les personnes qui sont les plus touchées par d'éventuels phénomènes de dégradation environnementale ici. Donc là aussi, un constat finalement qui est très nuancé au sujet de ce deuxième phénomène que sont les sécheresses. Passons maintenant au troisième phénomène, la montée du niveau des mers.
Alors là, on est dans une configuration toute différente, parce que le phénomène est extrêmement progressif. Ce que l'on envisage à l'heure actuelle, c'est une élévation qui pourrait atteindre 1 mètre à l'horizon, disons, de la fin de ce siècle. C'est un ordre de grandeur. Donc un phénomène très lent qui va se manifester de manière irréversible. Ce n'est pas comme un ouragan il passe, puis ensuite on peut retourner sur le lieu de l'ouragan. Non, c'est un phénomène irréversible, mais très lent. L'estimation, là, est assez facile du nombre de personnes menacées. Autant c'était très difficile pour un ouragan ou pour une sécheresse de prévoir le lieu où l'événement allait se produire, autant une montée des eaux nous permet en fait d'aller regarder avec ce qu'on appelle des systèmes d'information géographique, la localisation des populations d'une part et l'élévation finalement de leur habitation d'autre part. Et ça nous permet de faire des pronostics sur le nombre de personnes qui pourraient devoir se déplacer. Parce qu'alors là, c'est vrai, si vous avez votre maison qui est recouverte par 1 mètre d'eau, eh bien, il est évident que vous ne pouvez pas rester et vous ne pourrez pas revenir. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que dans le domaine de l'élévation du niveau des mers, on peut établir des pronostics beaucoup plus précis que dans les autres domaines que j'ai évoqués jusqu'à maintenant. Et voilà ce que nous permettent de faire ces pronostics, des cartes qui ont été produites dans le cadre du dernier rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique, qui localisent les zones du globe qui se situent à moins d'une certaine altitude. Et ce sont les zones que vous trouvez ici en rouge, c'est ce qu'on appelle les zones de faible élévation. Et ces zones ne sont pas d'une très grande surface, mais comme vous le voyez, elles sont situées dans la plupart des zones de delta, le delta du Nil, par exemple, du Tigré de l'Euphrate, l'Indus, le Gange, les grands deltas chinois du Yangtze et de la rivière des Perles, et puis le delta du Mékong, par exemple. Ces zones sont vraiment des zones qui seraient inondées avec une élévation du niveau des mers à l'horizon de la fin de ce siècle, parce que soit elles sont en dessous d'1 mètre, soit des phénomènes d'infiltration d'eau pourraient les mettre en péril, même si elles sont au-dessus du niveau de la mer encore. On peut faire le même type de carte pour les continents nord et sud américains, et on voit là aussi que ce sont les grands deltas, le delta du Mississippi, la région de la Floride, l'Amazone, l'Orénoque, qui sont les régions les plus menacées. À partir du moment où on a cette information, eh bien, on peut lui superposer l'information relative aux populations. Et cela donne des cartes de ce type où vous avez à l'échelle du monde à chaque fois un cercle proportionnel qui nous indique le nombre de personnes qui, ici, vivent à moins de 10 mètres au-dessus de la mer. Encore une fois, 10 mètres, ça peut paraître beaucoup, surtout que j'ai parlé d'1 mètre tout à l'heure, mais il y a des phénomènes d'infiltration, des phénomènes d'érosion, des phénomènes de salinisation des nappes phréatiques qui font qu'on considère souvent que 10 mètres d'élévation, c'est un petit peu la zone dangereuse pour ces populations. En tout, on estime que 600 millions de personnes sont concernées, ce qui est quand même un chiffre tout à fait considérable. Et comme vous le voyez sur cette carte, eh bien, on a ce type de menace à l'échelle du globe tout entier, mais en termes d'effectifs de population, c'est le sud et le sud-est asiatique, l'Inde, la Chine, le Bangladesh, le Vietnam et les pays voisins qui comptent les effectifs de population les plus importants. Alors là,
nous avons, avec un horizon de temps qu'il est quand même encore très difficile d'estimer, hein, mais qui est de l'ordre d'un siècle ou un peu plus, des populations qui quand même, bon an, mal an, devraient se déplacer. En même temps, ce sont des déplacements qui pourraient ne pas être sur de très grandes distances. Vous avez un retrait qui est possible de quelques kilomètres vers l'intérieur des côtes, dans certains cas. Dans d'autres, c'est un petit peu plus difficile, c'est le cas en particulier des îles du Pacifique. Les îles du Pacifique sont parfois situées à 1 mètre en moyenne au-dessus du niveau des mers et de ce fait, on ne peut pas imaginer que les populations puissent se retirer vers l'intérieur des terres. Et c'est vrai que c'est là, probablement, que se concentre la menace la plus réelle et la plus proche en termes temporels de déplacement de population. Ici, vous avez la Papouasie-Nouvelle-Guinée et puis au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'îlot de Kilinailo, entouré en rouge. Eh bien, cet îlot est d'ores et déjà soumis à un phénomène de montée des eaux dont on n'est pas vraiment encore en mesure d'être certain qu'il est lié au changement climatique, mais qui indique la forme que pourrait prendre ce type de phénomène. Et les quelques milliers d'habitants de cet îlot sont d'ores et déjà en voie d'évacuation par la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est l'état de tutelle de cette région. Donc là, nous avons des phénomènes qui clairement débouchent sur des déplacements de population, en même temps qui concernent des populations relativement réduites. Hein. Les Maldives sont une autre région très menacée, une série d'îles dans différentes régions du monde, mais on n'est pas du tout dans des ordres de grandeur comparables aux 600 millions de personnes que je mentionnais tout à l'heure. Donc, à court et moyen terme, des populations menacées qui restent relativement réduites, à plus long terme, quand même, des phénomènes qui pourraient prendre une ampleur assez inquiétante. Même si là aussi, il ne faut pas oublier que certaines mesures sont possibles. Il y a la possibilité d'alimenter les plages. Ce qu'on entend par alimenter les plages, c'est ce que vous avez ici sur la photo. On ne voit pas grand-chose, mais ce que vous avez, c'est des machines de chantier qui sont en train de rajouter du sable et de repousser du sable au fur et à mesure que l'érosion se produit. On peut aussi construire des digues. Hein. Pensons au cas des Pays-Bas. Les Pays-Bas ont, depuis longtemps, fait l'expérience de la possibilité d'une protection de territoires pourtant situés en dessous du niveau des mers. Ce n'est de loin pas possible partout, ça dépend de la configuration des côtes, de la nature des sols, mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête pour, une fois de plus, ne pas céder au catastrophisme absolu que l'on peut observer parfois. Mais là, évidemment, se pose la question des ressources financières pour ce type d'infrastructure. Et on peut comparer le cas des Pays-Bas, que je viens de mentionner, c'est le cercle qui est au bas du carré rouge, le gros cercle au bas du carré rouge qui indique que les populations à moins de 10 mètres au-dessus de la mer sont assez importantes, ce sont les plus importantes d'Europe, et le cas du Bangladesh, là aussi le cercle est assez impressionnant. Il est évident que les Pays-Bas sont en mesure de mobiliser, et ils l'ont déjà fait récemment, des milliards pour rehausser leurs digues. Dans le cas du Bangladesh, non seulement le terrain s'y prête moins, mais en plus, les moyens financiers ne sont pas disponibles. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Donc là, il y a certains éléments qui donnent de l'espoir, mais en même temps des défis considérables qu'il s'agira de relever en termes de financement des mesures de prévention
et de réponse à cet accroissement du niveau de la mer. Nous avons donc parcouru ces trois phénomènes environnementaux. Nous avons fait des conclusions relativement nuancées sur chacun d'eux et cela m'amène à mes conclusions générales. Premier point, les conséquences du réchauffement climatique sur les déplacements de population doivent être considérées avec le plus grand sérieux. C'est vrai que, comme vous avez pu vous en rendre compte, je m'inscris en faux contre les visions catastrophistes qui sont véhiculées par certaines images ou par certaines phrases. Mais en même temps, même si j'ai un jugement nuancé sur le phénomène des déplacements de population et des migrations liées à ces évolutions, je ne sous-estime pas du tout la gravité des phénomènes eux-mêmes et la menace qu'ils peuvent faire peser sur certaines populations. Ce que je dis simplement en tant que spécialiste des migrations, c'est que cela ne veut pas nécessairement dire que ces populations vont se déplacer, tout simplement parce qu'il n'y a pas de lien mécanique entre dégradation environnementale et migration. La migration est un phénomène avec des causalités multiples. Je mentionnais le domaine politique tout à l'heure, on peut ajouter le domaine économique, le domaine social, le domaine culturel, le domaine religieux parfois aussi. On a fait des travaux tout à fait intéressants sur les îles du Pacifique, justement, où on voit à quel point la dimension religieuse est une clé d'interprétation des phénomènes naturels. Et cette clé d'interprétation a des conséquences sur le choix de migrer ou de ne pas migrer. Donc on ne peut pas comprendre la migration en y associant un seul et unique facteur explicatif de manière mécaniste. C'est une des leçons importantes qu'il faut retenir. Troisième point, eh bien, certaines mesures de protection contre les conséquences du changement climatique peuvent être prises. J'ai donné une série d'exemples. Protection contre les ouragans, dans le cas du Bangladesh, digues pour protéger les plages au sujet de la montée du niveau des mers, mais ces protections sont coûteuses. Et là, il faudra bien trouver un moyen de financer ces infrastructures et une solidarité à l'échelle mondiale sera d'autant plus nécessaire qu'il faut quand même se souvenir que le réchauffement climatique est dans une large mesure attribuable aux émissions de CO2 et que ces émissions de CO2 sont quand même géographiquement très localisées dans les pays ayant eu la plus grande prospérité au cours des derniers siècles. Donc là, il y aura il y a et il y aura encore d'importantes négociations à avoir. Enfin, je crois que c'est vraiment important de souligner que la peur des migrations liées au climat doit stimuler la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre ses conséquences, et non pas contribuer à la peur des migrations et des migrants. En d'autres termes, il ne faut pas prendre prétexte de possibles migrations environnementales pour adopter un réflexe de fermeture et pour être d'autant plus inquiet des phénomènes migratoires. J'aimerais souligner ce point en reprenant en conclusion ultime la phrase que je vous ai citée dans mon introduction de Harald Welzer. L'Amérique et l'Europe devront à l'avenir se protéger contre le flot des réfugiés chassés par l'évolution du climat. Famine, problèmes d'eau, guerre et dévastation provoqueront une pression énorme sur les frontières de ces îlots de prospérité. Nous avons vu que c'était une simplification et je préférerais une phrase qui dirait « L'Amérique et l'Europe doivent collaborer avec les pays de l'ensemble du monde pour limiter les conséquences du réchauffement climatique ». Ce sera ma dernière phrase. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à Étienne. Restez, ceux qui peuvent. J'ai cru entendre que finalement ces probabilités migratoires sont plutôt de voisin à voisin par rapport
au printemps arabe, aux réfugiés de l'Est, hein, qui ont un même niveau de vie, enfin qui ont une même inspiration à vivre. On ne voit pas des gens du Bangladesh comme ça pouvoir s'installer chez nous sans autre. Hein. D'autre part, tu n'as pas parlé des tsunamis, mais je pense que ça fait partie des cyclones. Et j'ai entendu que les Chinois avaient peur de ce Bangladesh qui représenterait environ 50 millions de réfugiés s'il était envahi par l'eau, ce qui est très probable, et que les Chinois en étaient déjà à construire des murs pour les empêcher de passer. Alors, je vous propose de rédiger des questions, et dans 5-7 minutes, Étienne s'attachera à les traiter. Merci, à tout à l'heure. Alors, j'ai 4 questions tout à fait intéressantes. Je vais les traiter l'une après l'autre et je vais vous donner lecture de la question, puis ensuite je vais tenter d'y répondre. Je ne pourrai pas répondre peut-être complètement à toutes, mais je vais tenter d'y répondre. Première question, étant proche du milieu agronomique, je suis beaucoup moins optimiste que vous concernant la désertification à long terme. Par exemple, le Sahel pourrait s'étendre jusqu'à la Méditerranée, voire même la franchir, et là, nos descendants auront des problèmes. Alors, il est clair que tout dépend de l'horizon temporel, n'est-ce pas, dans lequel on se situe. Moi, je me suis vraiment situé dans un horizon temporel d'un siècle environ, d'une part, et puis d'autre part, je me suis vraiment focalisé sur la question du lien entre certains phénomènes et les déplacements de population. Et c'est à ce titre-là que j'ai conclu qu'en cas de sécheresse, eh bien, nous avons des déplacements de population qui sont peut-être moins importants que ce qu'on pourrait escompter a priori. Ensuite, évidemment, il y a la question des évolutions à plus long terme liées à celle du climat, et il est clair que certains des scénarios qui sont développés par les climatologues sont tout à fait inquiétants en termes de désertification. Donc, encore une fois, je ne sous-estime pas du tout la gravité de ces phénomènes, mais en même temps, c'est encore hautement lié aux choix qui vont être faits en matière justement de réduction des émissions de CO2, et on peut encore espérer qu'on puisse certainement pas éviter, mais freiner autant que possible ces phénomènes. Donc voilà simplement la réponse que je peux donner. Je n'ai vraiment pas traité la question de la désertification elle-même et des pronostics de désertification. Je serais d'ailleurs, pour être très honnête, pas compétent pour le faire. Par contre, j'ai traité la question vraiment des migrations en liaison avec la sécheresse. Voilà ce que je peux dire sur cette première question. Une autre question qui lui est liée parce qu'elle traite des aspects liés aux végétaux et aux cultures, je vous la lis. Et le végétal, protéger les forêts au niveau mondial, réhabiliter les zones arides ou détériorées par les cultures intensives me semble très important. Donner de l'argent à certains pays pour qu'ils renoncent à défricher pour produire des plantes voraces, que fait-on au niveau mondial? Alors, je crois que cette question qui est en fait une suggestion aussi, est dans le droit prolongement du constat général que j'ai fait, parce que finalement, le constat général que j'ai fait, c'est que la situation est inquiétante, mais que ce n'est pas une raison pour se désespérer complètement, croire qu'il n'y a plus qu'à construire des murs pour empêcher les migrants de venir, et que s'il y a une voie, eh bien, c'est celle qui consiste à, de manière solidaire et efficace, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, contribuer à résoudre les problèmes qui se posent dans différentes parties du monde. Et ce type de politique est, jusqu'à un certain point, je crois, celle de la DDC, l'organisme suisse d'aide au développement. On peut évidemment souhaiter que ces efforts soient renforcés. Je crois qu'ils vont devoir être renforcés
dans le futur, même s'il y a toujours aussi la politique et les politiques des pays les plus menacés qui jouent un rôle incontournable et qui rend les choses évidemment compliquées. Mais je ne peux que m'associer avec cette suggestion. Il y a une trentaine d'années, troisième question, Sadruddin Aga Khan, qui était donc le haut commissaire pour les réfugiés, concluait à la radio suisse romande: si ça continue, le monde deviendra un immense camp de réfugiés. Y sommes-nous? Alors, je dirais d'abord une chose, c'est que non, nous n'y sommes pas. Hein. Le nombre de réfugiés à l'échelle mondiale n'augmente pas à l'heure actuelle. Il a même plutôt tendance à décliner, selon les chiffres du Haut Commissariat pour les réfugiés, justement. Il reste très important, ce chiffre, très problématique, mais on est quand même loin d'une situation telle que celle qui est décrite ici. C'est un premier élément. Deuxième élément, je crois que nous sommes toujours dans une situation ambivalente, et je suis certain que c'était celle de Sadruddin Aga Khan lorsqu'il a fait ce pronostic. D'un côté, nous avons des phénomènes tout à fait inquiétants et nous devons alerter l'opinion publique et les politiciens pour que des réactions soient faites suffisamment tôt pour éviter les catastrophes que nous pouvons prévoir. Et d'un autre côté, si l'on veut vraiment s'en tenir aux évidences documentées par la recherche scientifique, nous devons parfois aussi relativiser certains pronostics parce que nous ne pouvons pas tout prévoir. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, autant les climatologues arrivent jusqu'à un certain point à modéliser des processus futurs, autant nous qui travaillons en sciences humaines et sociales, nous ne pouvons pas honnêtement livrer des pronostics à 100% ou à 90% ou même à 80% fiables. Et c'est un dilemme, parce que d'un côté, on a le devoir d'alerter, c'est ce que fait Sadruddin Aga Khan ici, il dit « si ça continue, voilà où on ira ». Mais d'un autre côté, il y a un certain moment où si on submerge les gens de pronostics catastrophiques, on risque d'avoir un effet contraire. C'est-à-dire les gens, à force d'en avoir trop entendu, ne veulent plus rien entendre. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut un peu les deux. Il faut à la fois des gens qui montrent les dangers qui nous menacent, et puis en même temps, il faut aussi parfois relativiser et montrer où sont les enjeux à court terme, à moyen terme, à long terme. C'est ce que j'ai essayé un petit peu de faire aujourd'hui. Enfin, une excellente dernière question. Comment se défendre contre les agitateurs de la désinformation? Exemple, suite aux tout premiers événements en Tunisie, on colportait le chiffre de 2 millions de réfugiés. Pourquoi pas 20 millions, compte tenu de la pauvreté qui règne dans cette partie du monde. Et c'est vrai que, comme vous le dites, tout de suite après les événements en Tunisie, moi-même, en tant que chercheur travaillant sur l'immigration, j'ai reçu des téléphones de journalistes qui voulaient tout de suite organiser des débats urgents pour essayer de prévenir les déferlements de personnes auxquelles on semblait devoir immanquablement assister. Et le fait est que, pour toutes sortes de raisons, les journalistes, les médias sont peut-être plus qu'il y a 20 ou 30 ans très friands de ce qui émeut, de ce qui choque, et s'ils ont à choisir entre deux pronostics, ils vont toujours choisir le plus dramatique parce que le journal d'à côté ou l'émission d'à côté, sinon, va prendre l'audience. Malheureusement, c'est comme ça et on peut difficilement l'éviter. Mais je crois que là aussi, on doit essayer de documenter les phénomènes au plus près sur la base des informations dont on dispose. Et pour la Tunisie, c'est ce que j'ai essayé de faire.
en montrant que, d'une part, clairement, de tels événements allaient susciter des migrations. D'autre part, il y avait peu de raisons de penser que des millions de personnes, d'une part, auraient les moyens de payer les passeurs qui les prendraient dans des bateaux pour les conduire de l'autre côté de la mer Méditerranée ou à Lampedusa. C'est quand même qu'une minorité qui peut faire ça ou qui se risque à faire ça. D'autre part, on sait que pour qu'une migration prenne une ampleur significative, il faut en général qu'il y ait un réseau préexistant. Il faut qu'il y ait eu certaines migrations dans le passé. Ce n'est pas un hasard si les migrants tunisiens qui néanmoins arrivent jusqu'à Lampedusa, qui ne sont pas des millions, mais qui sont quand même des milliers, se dirigent vers la France. C'est parce que depuis des décennies, il y a une migration tunisienne vers la France. Et ils ne viennent pas en Suisse, ou sont peu nombreux à venir en Suisse, parce que leur destination prioritaire, c'est là où ils ont des cousins, là où ils connaissent des gens, la France. Quand en 2000, la crise au Kosovo a pris une ampleur dramatique, la Suisse a reçu beaucoup de demandeurs d'asile du Kosovo, plus que les pays voisins. La raison pour laquelle la Suisse a reçu beaucoup de demandeurs d'asile du Kosovo, qui sont d'ailleurs dans leur grande majorité repartis entre-temps au Kosovo, même si beaucoup aussi sont restés, c'est que la Suisse avait depuis des décennies un rapport migratoire avec cette région de la Yougoslavie. Il y avait eu un recrutement de main-d'œuvre et progressivement s'était mis en place un réseau migratoire. Donc, pour qu'il y ait migration, il faut qu'il y ait une histoire derrière. Et c'est rare que dans un espace de quelques jours, on ait tout à coup une gigantesque migration qui se met en place. C'est pour ça que ça ne s'est pas produit avec la Tunisie et avec tout le sud de la Méditerranée dans les proportions qu'on a pu craindre il y a quelques mois, même si le phénomène, néanmoins, est bien réel et progressivement a pris une certaine ampleur. Voilà. Je pense que d'ici un an, nous redemanderons à Étienne Piguet de venir ici pour nous parler d'un sujet sur lequel il m'a offert un livre à l'instant, je l'ai laissé dans ma voiture, mais le titre est La Suisse et... L'immigration en Suisse, voilà. 60 ans d'entre-ouverture. Vous voyez, là, il y a un sujet qui nous concerne aussi. Si vous êtes d'accord, on va organiser d'ici... oui, on va le laisser un peu tranquille, hein. Voilà, parce que je crois que ça sera vraiment intéressant. Et pour le reste, eh bien, j'aurai aussi une invitation cet automne d'un ami qui a beaucoup voyagé, c'est Ziano, qui nous fera un kaléidoscope de l'Iran. D'ici là, je ne reviendrai plus vous présenter les conférenciers, mais mes collègues le feront. Et j'espère que nous remonterons la pente descendante de la participation, parce que je trouve que la qualité est sans rapport avec le peu de participants, alors qu'on a dans les 3500 inscrits à UNIC 3. Donc, à titre personnel, mais au nom du comité, dites à ceux que vous connaissez de ne pas nous laisser tomber comme ça, hein, qu'on puisse un peu repartir à la hausse et faire des conférences de très haut niveau. Merci encore à vous. Il fait trop chaud. Ah, c'est la saison. Possible. Oui, c'est bien possible, en effet. Bien, il va pleuvoir, alors pour vendredi. Au revoir, bonne journée. Merci.